Salut à toutes et tous et bienvenue dans un podcast exclusif sur Web Girondin. Nous vous proposons un entretien audio avec Eric Guérit. Eric Guérit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 279 matchs en professionnel, 239 matchs de Ligue 1, des matchs de Coupe de France, Coupe de l'UEFA, Coupe des Coupes, et c'est une carrière d'entraîneur. Il a joué aux Girondins de Bordeaux, il a entraîné les Girondins de Bordeaux et il a été recruteur au FCGB. La saison dernière, il était au FC Sochaux où il a côtoyé Gaëtan Weisbeck puisqu'il était l'adjoint d'Olivier Guégan. Ce podcast qu'on vous propose est un entretien que j'ai fait avec lui cette semaine. L'audio n'était pas destiné au départ pour être publié sous la forme de podcast. Outre l'article écrit que vous pouvez lire sur webgirondin.com, j'ai décidé de vous proposer l'enregistrement de cet entretien avec l'autorisation d'Eric Guérit, que je remercie. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt sur Web Girondin. Bonjour Eric, comment allez-vous et quel est votre quotidien aujourd'hui ? Je vais très bien, je suis en pleine santé. Mon quotidien, j'ai trois objectifs. Le premier objectif, me maintenir en forme physique, donc préparation d'un semi-marathon à Nice le 5 novembre. Deuxième objectif, rester au contact du terrain dans l'éventualité d'un poste. Donc, je m'occupe des moins de 14, 3 fois par semaine de Choret, du FC Choret. Et je fais une intervention avec les moins de 17 le lundi et les moins de 16 parfois le vendredi. Voilà. Et après, pratiquement la première, c'est-à-dire tous les matins, toute la journée, parce qu'en fait, les entraînements sont l'après-midi, sont le soir même, sauf le mercredi où c'est à 15h30. Et après, bien sûr, la recherche d'un poste. En fait, j'ai deux orientations dans ma recherche de poste. C'est rechercher une place dans le recrutement ou accompagner Olivier Guégan dans un club. Voilà. Très bien. Vous avez été donc adjoint la saison dernière d'Olivier Guégan à Sochaux. Comment vous avez vécu cette fin de championnat dans le club sochalien ? J'ai surtout vécu le début parce que en fait, il y avait très longtemps que j'étais pas revenu sur le terrain. Donc, il m'a fallu un temps d'adaptation, mais après, c'était superbe parce que on avait les résultats. On marquait des buts, on avait un jeu très attractif. On a un coach qui partage beaucoup, que je connaissais parce que c'était mon capitaine à Angers, mais que j'avais pas eu l'occasion de travailler en tant qu'adjoint. Et avec l'ensemble du staff, que ce soit avec Jérôme Monnier, l'autre adjoint, ou avec les préparateurs physiques, ou avec Zach, l'entraîneur des gardiens, il y a eu une osmose qui s'est faite grâce à l'entraîneur aussi, très rapidement. Voilà. Après, la fin du championnat, elle a été, vu que malheureusement, on est tombé sur une année où dès qu'on a décroché, on a lâché complètement parce qu'il n'y avait pas de barrage. Et s'il y avait eu une 3e, 4e ou 5e place, peut-être que on serait ressaisi en disant on a rien, tout n'est pas perdu. On peut encore accrocher le barrage et l'objectif aurait été plus facile et la motivation plus facile. Après, on a eu des circonstances aggravantes, enfin difficiles. Voilà, on a eu des blessés, on a eu, mais ça, on était un petit peu prévenu de ça que si on avait un coup de mou, on aurait peut-être des difficultés parce que on avait une équipe avec peu de volume de jeu, pas assez de volume de jeu pour tenir sur la durée. Donc, et on disait on peut peut-être coincer aussi de ce côté-là. Et on a coincé dans plusieurs éléments, et après c'est parti, ça s'est fini mal, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez comme volume de jeu ? Quand vous dites on a une équipe qui avait pas assez de volume de jeu, vous parlez de quoi ?
de quantité de course et d'intensité de course. Par rapport aux joueurs qui composaient l'effectif, d'accord. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a un logiciel, non, c'est pas un logiciel, c'est une plateforme qui est dédiée aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et on voit tous les aspects athlétiques des équipes. D'accord. Et de chaque joueur. Et nous, on y avait accès, en plus de nos données de nos propres préparateurs physiques avec les GPS. Et on voyait qu'on était une équipe qui courait pas énormément en volume de jeu et en intensité, mais par exemple, c'était contrebalancé par notre capacité à garder le ballon et à être en possession du ballon. D'accord. Et quand on a perdu un peu la possession du ballon et que il fallait mettre d'autres qualités en route, on était en difficulté. Mais quand on avait la possession du ballon, on y arrivait parce que c'est nous qui donnions le tempo. Ça demande un peu moins d'efforts, encore qu'il faut du mouvement. Mais et on savait que ça, cette difficulté dans le volume de jeu pouvait interférer sur une fin de saison. Vous avez donc côtoyé Gaëtan Weisbeck la saison dernière à Sochaux, qui est aujourd'hui un joueur des Girondins. Comment vous pouvez décrire le type de joueur qu'il est ? Grosse qualité, du volume, lui. C'était pratiquement un des seuls qui avait un gros volume de jeu. Grosse qualité technique. Il peut, sur les coups de pied arrêtés, il est d'une précision chirurgicale. Il faisait des séries de coups francs où il y avait un battement de 5 à 10 cm en chaque frappe. Ah oui. Donc c'est une grande précision. Joueur technique avec la capacité de jouer les deux pieds. Voilà. Après, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il a besoin d'activité, il a besoin de toucher le ballon pour être en confiance. Il a du mal à rester dans une position de 10, mais parce que lui, il faut qu'il touche le ballon, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il court. Et donc, mais c'est un joueur qui nous a manqué à la fin de saison parce qu'il a eu un problème derrière au poplité. Poplité, c'est un muscle derrière le genou. Et donc il a été blessé en début de saison et il a été blessé quelques fois la saison dernière pour différentes raisons et ça nous a handicapés. Ça nous a handicapés sur la fin, ça nous a handicapés à un moment donné où on avait besoin de lui, on ne l'avait pas. Et notre constitution du milieu de terrain avec Skelly qui est parti à Lyon et Rassoulin Ndiaye. Quand il manquait, il y avait Kanouté aussi qui avait de grosses qualités techniques comme 6. On avait 4 milieux de terrain qui tournaient, mais quand on n'avait pas Gaëtan, c'était pas le même registre que les autres. Voilà. Quel est son meilleur poste ? Vous avez dit 6, 8, 10 ? Pour vous, c'est sa position idéale ? Moi, je pense que c'est un relayeur. D'accord. Parce qu'il est capable, c'est un box-to-box, il est capable de courir, de venir chercher les ballons, et puis il a besoin de cette activité-là. Si on le limite à un poste un peu moins énergifort, et je pense que ça sera peut-être un peu plus difficile. Il a les qualités techniques pour le faire, mais il n'a pas l'habitude de le faire. Voilà. Donc et c'est pas à 26 ans qu'on change complètement les habitudes. Mais techniquement, d'abord c'est lui qui a fait basculer notre début de saison, parce qu'on a commencé moyennement, parce qu'on avait fait une grosse charge d'entraînement en début de saison. Et c'est lui, par ses coups de patte avec Moussa Doumbia, qui nous ont fait basculer la saison dans le bon sens à un moment donné.
Et c'est parce que à Pau en particulier, il avait enclenché vers l'avant, il a mis des coups francs importants, des coups de pied arrêtés importants. Ouais. Mais il avait connu l'année dernière une saison avec des hauts et des bas au niveau, en raison de quelques blessures. D'accord. Et il est arrivé à Bordeaux, et il avait pas joué toute la fin de saison. Oui. Toute la fin de saison. Je ne sais plus exactement quelle est la date de son arrêt à Sochaux. Il était blessé quand on s'est fait écarter, donc c'était le 17 mai. Donc je pense qu'il était blessé il y a 15 jours avant ou 3 semaines avant, je ne sais pas exactement. J'ai pas les dates, et donc s'il était blessé depuis le 1er mai, donc il a raté un mois de compétition plus la trêve, je sais pas, mais il est sorti de l'effectif le 13 mai après le match à Guingamp que vous perdez contre Guingamp chez vous, et là il joue plus, les 3 derniers matchs il joue plus le 13 mai. Mais déjà il était déjà blessé. D'accord. Déjà, il était déjà sur une jambe. Ok. Parce que ce problème-là, on a essayé de le régler, mais c'est un muscle où on a rarement entendu parler d'avoir un problème au poplité. Donc c'est très rare. Donc et on avait du mal. On l'arrêtait la semaine, on reprenait le mercredi. Ouais. Bon, c'était pas les conditions idéales pour performer, quoi. Donc et puis toujours avec dans la tête des points d'interrogation, de savoir si je suis à 100%, si ceci, si cela. Bon, et ça impacte aussi. Donc bon. Eric. Non, c'est. Oui. Pardon. Allez-y. Non, comment on peut expliquer, Eric, son adaptation un peu difficile à Bordeaux, selon vous? Déjà, c'est un changement de club, de statut. Enfin, les Girondins de Bordeaux, c'est supérieur en statut, en objectif. Sochaux, c'était très bien, c'était bien. Voilà, et puis ça faisait quand même quelques saisons qu'il avait pris la température, c'est un affectif. Donc il a besoin d'un peu de temps d'adaptation. Je pense qu'il va avoir besoin de temps d'adaptation parce que c'est un affectif. Et donc à Sochaux, il arrivait dans la plénitude, il connaissait parfaitement le club, tous les éléments du club, il avait un statut de capitaine. Là, ça change, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes statuts. Il y a déjà des mecs qui sont installés, qui auraient pu monter l'année dernière et qui étaient beaucoup plus près de monter que nous à Sochaux. Donc voilà, il y a des gens au milieu de terrain qui ont une autre personnalité, même à l'intérieur de l'équipe. Il y a déjà un capitaine qui est installé, qui s'appelle Barbet, qui a de la personnalité, qui est quelqu'un de, je pense, d'adorable, mais c'est des éléments après, et il a besoin il y a devant lui, il n'y a pas une hiérarchie qui s'est installée aussi. C'était soit le Slovène, soit Badji, soit voilà. Donc avant il avait un gros relationnel avec Rassoul Ndiaye au milieu de terrain, et Mauricio sur le côté droit. D'accord. Et donc il avait ses repères avec ces gens-là, quoi. Donc et ça met un peu de temps à se mettre en place aussi. Donc parce que David Ashvili, il était à droite, à gauche, il est passé à droite. Il y a eu quelques éléments qui ont fait que les repères, il les a peut-être pas eu aussi, quoi. Donc puis c'est peut-être aussi à lui de se faire violence, quoi.
Est-ce qu'il Voilà, jouait donc, beaucoup plus haut, hein. D'ailleurs, il jouait derrière l'attaquant, ce qui nous surprend. On se demande s'il ne doit pas jouer, comme vous l'avez dit, relayeur, un peu plus bas sur le terrain. Bon. bien, mais c'était nous on jouait avec un 6 et deux joueurs qui jouaient Rassoul Ndiaye et Gaëton. Et Gaëton parfois passait, c'est vrai, sous l'attaquant, voilà, avec 2-6, voilà. Mais on avait les deux dispositifs, c'est-à-dire une pointe et deux milieux de terrain avec un joueur, un 4-3-3, quoi, ou un 4-1 sur le plan défensif, peu importe. Et donc, il jouait dans les deux joueurs les plus hauts. C'était pas Sylvain Ndiaye, ce que je dis. Rassoul Ndiaye. Sylvain Ndiaye, c'est quelqu'un d'autre qui joué à Bordeaux aussi. Rassoul Ndiaye et Alvaro ou Kanouté. Kanouté était en point de basse et après ça variait. C'était soit au début c'était Ndiaye, Gaëton, les deux relayeurs un peu, mais Gaëton avec une option un peu plus offensif, voilà, un peu plus haut. Je comprends. Ouais, c'est ça. Et vous avez dit c'est un affectif, hein. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure en parlant de. Ouais. C'est vrai qu'on sent qu'il a une sensibilité un peu plus poussée que d'autres joueurs. Moi, c'est ce que je ressens en le voyant. Ouais, parce qu'il était touché quand on perdait, il était touché. Il mettait du temps à récupérer émotionnellement parce que c'était son club, c'était lui le capitaine. Il prenait beaucoup de choses, il prenait en charge trop de choses et il voulait tout essayer de tout gérer, mais on n'est pas seul et puis surtout on n'est pas capable d'avoir un flux continu de charge, quoi, de charge mentale, de charge à l'intérieur d'un groupe et tout. Il y a les rôles la charge se disperse entre les différents éléments de l'équipe, quoi. Donc lui il prenait tout à 150%, 120%, et ça peut jouer et donc à la fin des matchs quand on perdait, donc ça se voyait que il prenait ça trop à cœur. Enfin, il prenait ça comme il avait envie de le prendre, quoi. Et que ça lui tenait à cœur de pouvoir faire quelque chose avec le FC Sochaux. C'était tout à son honneur. Mais bon, après, il faut être capable de nettoyer tout ça, de pas trop être impacté par une désillusion, de pouvoir rebondir rapidement, parce que ça demande beaucoup d'énergie, c'est très énergivore et il n'y a pas que la dépense énergétique sur le terrain qui est à prendre en compte, c'est la dépense aussi au niveau de la pression des nerfs, de la gestion, et donc ça c'est une énergie qui n'est pas comptabilisée par des stats, mais qui est très importante. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. On pourrait partir sur la préparation mentale, mais je ne vais pas le faire, même si j'ai envie, sinon ça va être trop long. Mais c'est très intéressant. Non, mais c'est pas... on met tous dans la préparation mentale, mais c'est simplement du bon sens. On parle oui, je comprends. Moi, j'ai pas fait de préparation mentale, pas de faire une formation en préparation, mais c'est du bon sens parce que voilà, c'est du bon sens parce que quand t'as été joué, tu as été joueur, physiquement, moi j'ai jamais eu de problème physiquement, c'est mentalement, c'est dans la capacité à résorber tout ce qui a été fait en compétition et de le transformer en énergie positive pour le match d'après. Donc ouais, mais ça tu le fais pas, tu peux pas le faire tout seul. Si les joueurs doivent faire ce cheminement intellectuel ou mental tout seul, ou ils sont accompagnés là-dessus par un coach ou le staff? Mais il y en a qui sont capables de le faire tout seul, il y en a qui sont obligés d'être accompagnés. Il y a plein de. Maintenant, il y a une grande ouverture il y a une ouverture importante du monde du football
concernant la préparation mentale. Parfois, il suffit d'un mec à côté qui permette la parole pour permettre de dire, de poser des mots sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou etc. Mais bon, après, il y a des professionnels, c'est vrai, pour le faire. Mais après, chacun. Mais il faut que ça vienne du joueur. C'est chacun fait comme il veut. Et pourquoi ça doit venir du joueur, ça? Pourquoi ça serait pas les clubs qui mettraient ça en place? Parce que ça fait aussi partie de la performance du joueur, de pouvoir les mettre dans des bonnes conditions mentales. C'est souvent on dit bon, c'est le joueur qui doit faire ça tout seul. Ouais, mais bon, si le joueur il le fait pas alors qu'il en a besoin, c'est peut-être l'équipe ou le groupe qui en pâtit. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Donc peut-être que les clubs devraient peut-être plus accompagner les joueurs. Alors ou être peut-être plus sensible aux réactions des joueurs après les matchs. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Non, mais vous avez en partie raison. Voilà. Donc maintenant, il faut pas se substituer aux joueurs. Hein. Attention, parce que on parle de joueurs qui doivent prendre des responsabilités sur le terrain. Hein. Attention, il faut pas mettre des tuteurs partout. Chacun doit se prendre en charge. Alors parfois, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas conscience de ça, voilà. Mais vu les staffs qui sont en place, les médecins, les kinés, les préparateurs physiques, les adjoints, tout ça, il faut tenir compte de la personnalité du joueur aussi, et peut-être l'amener à. Voilà. Mais c'est vrai que mais il est préférable que ça soit le club qui prenne en charge ça, que des éléments extérieurs qui viennent, soi-disant, prendre en charge ça. Je comprends. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais bon, on est sur une autre question, mais c'est hyper intéressant. Donc, moi, voilà. Donc après, il y a, parce que on parle d'acteurs. Les acteurs, c'est les joueurs. Hein. Les joueurs, des responsabilités, il y a une partie, c'est les joueurs qui prennent la responsabilité. Sur le terrain, quand il faut décider d'une passe dans les dixièmes de seconde, c'est pas moi qui vais dire il faut faire la passe. Hein. Oui, je comprends. Mais j'ai entendu quand vous avez dit il faut pas des tuteurs partout, et je comprends. Il faut responsabiliser les joueurs. C'est un mélange. En fait, il n'y a pas une cartographie du joueur type. C'est une individualisation au millimètre près, une individualisation pour amener à la performance. Et c'est pour ça qu'il faut une réflexion, pas uniquement d'une seule personne, mais de plusieurs personnes et de machin, et dans le but de mettre le joueur dans les meilleures conditions. Mais ça demande des compétences, ça demande des trucs. Il faut pas faire n'importe quoi quand même, parce que il y en a qui pourraient faire n'importe quoi. Donc il faut que ça soit cadré quand même. Je comprends, mais c'est super intéressant. Allez, je tourne la page, je saute chaud. On parle des Girondins. Eric, vous avez occupé plusieurs postes aux Girondins de Bordeaux, notamment celui de joueur, d'entraîneur, de recruteur. Un mot simple, que représentent pour vous les Girondins de Bordeaux aujourd'hui? Aujourd'hui ? Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous? Si je vous dis, bon, Eric, vous avez une carrière riche de joueur, aussi d'encadrant comme entraîneur, comme recruteur. Vous avez notamment travaillé plusieurs années aux Girondins. Pour vous, c'est quoi les Girondins? Pour moi, personnellement, c'est mon rêve,
Parce que moi, j'ai joué à Angoulême. Donc, Angoulême, c'est à 100 km des Girondins de Bordeaux. Et à l'époque, c'était les grands Girondins de Bordeaux. Et les titres, etc. Jamais, et c'était un rêve de jouer aux Girondins de Bordeaux. Et en fait, quand je parle des Girondins de Bordeaux, jamais j'aurais pensé jouer aux Girondins de Bordeaux. Voilà. Et en fait, c'est le rêve qui s'est réalisé. Voilà. Moi, c'est ça. C'est quand je suis à Angoulême, et que je vois les Girondins de Bordeaux, je vois Mars, quoi. Voilà. J'ai dit jamais j'irai la voir, c'est pas possible. C'est un truc c'est le grand club, c'est le phare, il y a des lumières partout. Voilà, bon, tu te dis, toi, t'es à Angoulême, tu batailles, tu te dis, bon, ça jamais. Et c'est là en fait, c'est le fait de pouvoir aller jusqu'au rêve, à ton rêve, quoi. Après, ouais, c'est bien. c'est très personnel. Oui. C'est très personnel, ça. C'est très personnel. Donc, quand t'es joueur d'Angoulême, t'as envie de jouer au Girondins de Bordeaux. T'as envie de jouer aux Girondins de Bordeaux, je crois. Hein, maintenant, ouais. je sais pas. Non, mais je sais pas si, parce que moi, je fais partie de la même. Moi, je suis très ami avec Pascal. Je sais pas si Pascal Gastien, lui, il rêvait de jouer aux Girondins de Bordeaux. Ouais. On allait voir moi, j'allais voir avec un Bordelais, j'allais voir les matchs des Girondins de Bordeaux à Chabannes-Delmas. Et je jouais à Angoulême en National 2 maintenant. C'est la 3e division. C'est la 3e division. Donc, on allait voir les Girondins de Bordeaux. Et il me dit, viens, on va voir. En plus, c'était un Bordelais. Il me dit, viens, on va voir le haut niveau, ce que c'est, pour voir un peu. Et on allait au match. Et on allait aux Girondins de Bordeaux. Bon, on n'allait pas au FC Nantes. Bon. Alors, je pense qu'Angoulême, c'est le pro Girondins de Bordeaux. Oui. Donc, l'objectif de tout joueur d'Angoulême, je pense que peut-être que c'était de jouer à la ZAC comme c'était avant, mais maintenant c'est plus ça, et c'est toujours Girondins de Bordeaux. Bon, je vois pas trop, quoi. Donc non, mais c'est intéressant, hein, ce que vous dites. C'est un ressenti très personnel et affectif aussi. Donc, c'est ça, ouais. c'est ça. Donc malheureusement, moi j'ai mis un terme à ma carrière aux Girondins de Bordeaux. Donc, c'est tout un. Et donc, vous arrivez. Tout un symbole. Oui, exactement. Vous arrivez en 92 à Bordeaux. Ouais. Vous avez joué avec Zidane. Vous arrivez en même temps que Zidane. Ouais. Pour un transfert, c'est Roland Courbis qui fait le transfert. Ouais. Il fait un transfert pour mettre. Je crois que ça se passe comme ça, je suis pas sûr exactement, mais je voudrais pas déformer. Il y a un transfert sur Zidane, mais comme moi je suis un gros salaire à Cannes, il demande aux Girondins de Bordeaux de me prendre. Eh oui, c'est top. Je crois que c'est avec Jean-François Daniel. Exactement, c'est ça. Jean-François Daniel. On est 3 à partir de Grèce Cannes, où on fait une saison catastrophique, où on descend en Ligue 2, alors qu'on a un effectif pour jouer la Coupe d'Europe. Et c'est pas un problème de qualité de joueur, c'est un problème de dynamique de groupe. Et donc, on part et on en part tous les 3. Voilà. Donc, bon. Donc, là, les parents de Zidane parce qu'à un moment donné, il fallait qu'ils partent de Cannes. Et je sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi j'avais dit à ses parents, je dis, il faut qu'il aille à Bordeaux. Je sais pas pourquoi. Je dis, parce que c'est un grand club, parce que ceci, et je suis venu avec lui. Donc, et c'est comme ça que vous retrouvez. Et c'est comme ça que je me retrouve aux Girondins de Bordeaux. Donc c'est
c'est des concours de circonstances qui font que j'arrive au Lorrain. Bon, Ouais. Et votre rêve devient réalité à ce moment-là? ouais, mais devient réalité. Mais c'est un club. C'est un club déjà beaucoup plus structuré. Hein. On change de braquet là. Donc. Ouais. Et quand vous arrivez, ils viennent de remonter en Ligue 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. c'est ça. Ils remontent ça. en Ligue 1, ok. C'est ça. Ouais. Ils reviennent de remonter avec les jeunes, les Bichente Lizarazu, les Christophe Dugarry. Je sais pas qui c'est qu'il y avait. Il y avait Stéphane Planck qui devait être là. Il devait y avoir Didier Sénac, Jean-Luc, peut-être. Jean-Luc Dogon. Dogon, Ouais. Didier Sénac, Gaëtan Huard, Philippe Sens, Renan Salin. Mm. Ouais, c'était donc est arrivé. Je sais pas si Philippe Lucas est pas arrivé en même temps que moi. Je crois que oui, mais j'en suis pas sûr. Philippe Lucas et Laurent Crossi sont arrivés. Oui. Moi, je suis arrivé avec Jean-François Daniel et Zidane. Ça, c'est sûr. Après, les Valdaï, je ne sais pas si c'est arrivé la première année ou les Martiaux Santos la deuxième année. Après ça, je crois. Vitschke, je pense que c'est la deuxième année. Et Stéphane Paille, Vercruise. Bon. Et donc, je passe sur les années de joueurs. Et donc, en 95, il y a Tony, l'entraîneur, qu'on remplace parce qu'il a pas de résultat. Et vous prenez sa succession sur le banc pendant plusieurs matchs. Vous devenez entraîneur. Et vous étiez joueur en plus à ce moment-là, non? Ouais. Non. D'accord. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Quel souvenir vous en gardez? C'est encore un truc de. Enfin bon, j'ai connu émotionnellement pendant cette saison-là des trucs de fou. Parce que on m'annonce au mois d'octobre que j'arrête ma carrière, que ma carrière est terminée. Non, on m'annonce que j'ai un problème de santé, que je peux y passer, voilà, et en fait, et que j'y passe pas, et que j'arrive à passer entre les gouttes. D'accord. Et donc, mais ça mène à une interruption à ma carrière, voilà. Bon, en fait, j'ai eu un cancer osseux, donc ça c'est. D'accord. Voilà. Donc pas facile là, parce que j'étais parti quand même pour jouer jusqu'à 34 ans, peut-être même plus. Donc j'avais 29 ans. C'est brutal, une brutalité extrême. Et en fait, je suis passé d'une dose d'adrénaline tous les jours à un manque terrible, quoi. Et un manque de compétition, parce que l'adrénaline de la compétition, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est super, mais quand vous l'avez plus, quand vous avez été formaté toute votre vie à aborder les matchs de compétition et qu'à un moment donné on vous dit stop, mais brutalement, sans préparation, c'est très violent. C'est la dépression, presque. Ouais, c'est limite dépression. Heureusement que j'avais rencontré mon épouse et que ça a été très compliqué. Très compliqué. Et là, j'avais pas de suivi, d'aide quelconque. Donc, et on m'a proposé de faire du recrutement. D'accord. Juste après. D'accord. Sous la responsabilité de Patrick Battiston. Et donc, j'avais commencé, parce qu'on m'avait donné un certain temps pour quand même récupérer, voilà, enfin bon. Ça avait été, mais sans suivi psychologique. Hein. Donc,
Et donc, on m'avait donné comme mission de faire du recrutement. Et donc, j'avais commencé à faire du recrutement déjà. Et puis, il arrive que les résultats sont pas bons. Tony, il n'a pas été aidé, le pauvre. Bon, moi, j'étais blessé. Donc, je pense qu'il avait besoin de personnes qui soient à l'intérieur du groupe. Donc, voilà, moi, il m'a perdu rapidement. Et j'ai fait qu'un match avec Tony, je crois, à Rennes, où j'ai pris un bouillon pas possible. Et donc, et après, j'ai arrêté, quoi. Et donc, il n'a pas été aidé. Et puis, les résultats aidant, il s'avère que j'étais là et que je sais pas pour qui a eu cette idée-là, si c'est Jean-Didier Lange, si c'est Alain Flelou, si c'est Patrick Battiston, je sais pas qui. Ouais. Et donc, ils ont dit, mais pourquoi tu prendrais pas l'équipe comme ça sur les matchs qui restent? Ça va peut-être créer un choc psychologique. Tu as joué avec les mecs, on sait toutes les péripéties de ton année et tu t'en es sorti. Peut-être que mentalement, en fait, c'était un choc psychologique, quoi. Pas pour moi, mais pour l'équipe, quoi. Ouais. Voilà. En fait, c'est ce qui était voulu. Mais il y avait Dominique Dropsy qui m'encadrait et puis Monsieur Michelena. D'accord. Il y avait quand même 2 anciens qui étaient à mes côtés parce que bon. Donc voilà quoi. Bon, j'ai dit bah ouais, hein. J'ai dit pourquoi pas parce que quand t'as pas de recul, quand t'as pas de et puis comme j'ai dit c'est l'occasion je me jette quoi. C'est l'occasion de revenir dans le bain quoi. Ouais, j'ai dit j'ai rien à perdre. J'ai dit qu'est-ce que je me jette. J'ai dit mais j'étais complètement innocent quoi. Alors, voilà, je connaissais rien à l'entraînement. Je connaissais vas-y hein. Et donc j'y suis allé. Voilà, j'ai tout de suite vu la différence. C'est-à-dire quelle différence entre coach et joueur? Ah mais j'ai tout de suite vu la différence. Ouais. Bon, tout de suite, j'ai fait un truc naturel. J'ai mis une distance entre les joueurs et moi. Et ça s'est bien passé? Comment ça a été accueilli? Non, ça s'est pas bien passé. Non, il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Et moi, je disais les choses. Voilà. Donc, je me suis attrapé avec Dugarry, bien sûr. Tiens, c'est marrant, j'allais le citer. Donc, parce que toi, il me dit, donc, il dit, mais toi, tu te replaces pas, toi. Donc, et donc, on s'est attrapé. Voilà, je m'en rappelle. Donc, il y avait des interventions externes pour le faire, pour même des interventions extérieures pour faire jouer Christophe Dugarry. Mais je dis, moi, il m'a pas respecté, je l'avais pas joué. Donc voilà, donc ma femme aussi a vu des changements avec les autres femmes, et c'était la femme de coach. Ouais. Ah oui. Oui, enfin, elle était juste arrivée, mon épouse. Donc ouais, non, mais bon, après, et puis je me suis aperçu qu'il fallait travailler, quoi. Les résultats en sont là, hein, puisque le bilan est pas mal. Vous finissez bien la saison. Non, mais même, on rate un match à Lille mais on avait une équipe, on avait une vraie équipe. On avait une vraie équipe parce que tu peux les résultats, mais quand t'as Zidane dans ton équipe, Laurent Fournier, Philippe Lucas, Didier Sénac, Marcio Potos peut-être encore, je suis pas sûr. Vicente Luanzerazu, une vraie équipe. Hein. Une équipe de Dugas, Valdaïr devant, je pense. Une équipe, pas des bras cassés. Hein. Donc là, c'est plus facile d'obtenir des résultats. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, ouais, mais même un Branquignol, il peut, avec le choc psychologique, peut-être qu'il va obtenir des résultats. Et j'ai obtenu des résultats, sauf le match de Lille où on doit passer. Si on passe Lille, on est européen. Ah oui, je me souvenais plus. Ah, vous échouez juste aux portes de l'Europe.
on fait la Coupe Intertoto. Ah oui. Eh bien oui. Qui quand même La leur fameuse. permet d'être après en finale de la Coupe d'Europe. Eh oui. C'est grâce à vous, Non. en partie, qu'on est qualifié en Intertoto. Non. Parce qu'on doit se qualifier directement pour la Coupe d'Europe. On doit se qualifier. On fait un match à Lille catastrophique. On n'y était pas, on dormait. Et là, j'ai poussé une gueulante dans le vestiaire. Et je m'en rappelle. Et là, j'ai vu que j'avais passé de l'autre côté aussi. Et j'ai dit non, les gars, c'est pas possible de faire des matchs comme ça. Je m'en rappelle. Donc, et le mec, il avait été étonné que je gueule. Et donc, j'étais vraiment passé de l'autre côté. C'est super intéressant. Merci de partager ça. C'est vraiment hyper intéressant. Et j'avais plus en tête que c'est cette saison-là qu'il y a la qualification pour de l'Intertoto, mais peut-être que Bordeaux, si vous vous qualifiez peut-être pour la Coupe d'Europe, peut-être qu'il n'y a pas tout le parcours derrière, hein, on ne sait pas. Non, attends, tu dois te qualifier directement pour la Coupe d'Europe. Ouais. Avec l'équipe qu'on a, on se fait rentrer dans la gueule à Lille. Après, Lille, moi j'ai connu Lille après parce que sur mon truc, j'ai passé 3 ans à Lille et je comprends pourquoi on a perdu à Lille. Mais on n'était pas préparé au combat. On est arrivé en chausse, en slip. Donc, et résultat des courses, on s'est fait rétamer. Et alors je me rappelle, on a dominé tout le match, toute la fin du match. On a eu, je sais pas, 2 ou 3 occasions d'égaliser. On avait changé d'organisation, on était passé à 3 derrière, je m'en rappelle encore. Donc, mais on a raté ce match-là. Donc, pourquoi vous... Excuse-moi Eric, pourquoi vous décidez de partir à la fin de cette année? Le club vous dit bon, merci pour l'intérim, ou c'est vous qui dites bon, mais moi j'arrête mon rôle d'entraîneur, ça m'intéresse pas? Mais bon, après vous continuez à entraîner, donc peut-être que ça vous a mis le pied à l'étrier aussi. Non, c'était une année, je pense que c'est ma plus grande erreur, une de mes plus grandes erreurs. D'avoir arrêté. Mon épouse voulait pas. Mon épouse m'a averti. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, mais elle m'a averti. Et elle m'a dit, je crois que tu fais une grosse erreur de partir des Girondins. Donc, on m'avait proposé de rester, de prendre la formation pour passer mes diplômes d'entraîneur. Et je pense que à ce moment-là, j'avais un petit ego surdimensionné. Je pensais que ça m'allait pas, peut-être aussi. Et puis j'avais comme objectif de me reconstruire en tant qu'être humain et en tant qu'entraîneur. Et donc j'ai décidé de partir à Angoulême. Voilà. D'accord. Donc, parce que il y a mon entraîneur des sports-études à Angoulême, mon mentor, qui était à Angoulême. Voilà. Donc, et j'ai dit, je vais repartir sur une feuille blanche. Et donc, je vais aller auprès de mon coach, de celui qui m'a formé. Et je vais me former en tant qu'entraîneur à ses côtés. Et c'est pour ça que je suis parti. Je pense que j'aurais dû rester aux Girondins. D'accord. C'est qui parce qu'il y avait de la bienveillance autour de moi aussi. Il y avait le docteur Montero qui avait été très important dans ma guérison. Il y avait des éducateurs qui étaient contents que je sois là, des joueurs. Après, il y a Philippe qui est parti. Philippe Lucas qui a été entraîneur. Donc j'aurais été avec Philippe, je pense que on s'entend super bien, on s'appelle régulièrement encore. Donc je pense que j'ai fait une erreur. D'accord. C'était qui votre mentor à Angoulême? C'est Guy Latapi. Il est décédé il y a très peu de temps. D'accord. C'était quelque chose là aussi. Donc là après vous avez eu un parcours d'entraîneur, je ne vais pas revenir dessus, c'est pas l'objet de l'interview, mais vous revenez aux Girondins en 2016 comme recruteur. Ouais. Première question, comment s'est passé votre tour, pourquoi? Et ensuite, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce poste de recruteur?
Alors, le recruteur à ce moment-là, c'était Jean-Louis Trio, le président. Mm. Et je crois que Jérôme s'en va. Jérôme Bonicel Oui. s'en va. Je sais pas où il s'en va. Je crois qu'il arrête plutôt. Hein. Je crois qu'il arrête la collaboration avec Bordeaux. Et moi, ça tombe au moment où je pars de Rennes. Et donc, je recontacte Jean-Louis Trio, que j'avais eu quand j'étais joueur au Girondin. Et je recontacte Jean-Louis Trio, je dis, Jérôme s'en va, est-ce que vous recherchez un recruteur? Et Jean-Louis Trio dit peut-être, voilà. Donc, et moi, je m'engouffre dans la brèche, dans le truc, et je dis, là, c'est là qu'il faut que je fasse le maximum pour revenir, quoi. Et au bout d'un certain temps, que je harcèle Jean-Louis Trio, je ne me rappelle plus du nom du DG, comment il s'appelle le DG? De Wessler. De Wessler, voilà. De Wessler et Jean-Louis Trio décident. Il y avait Paul Marchionni et Thierry Boinalaire qui étaient restés. Et décident de me prendre avec Paul et Thierry. Voilà. Et sous la responsabilité de Ulrich Ramé, qui était pas directeur sportif, je ne me rappelle plus la fonction qu'il avait. Oui, c'était ça. Il n'avait pas le nom, mais il avait le titre. Ouais, il n'avait pas le nom, c'était directeur technique, je crois qu'il avait appelé. Voilà. Donc, voilà, mais ça a vite changé. Parce que j'arrive en cours de saison, je crois, ou à la fin, au début d'une saison, et je crois qu'on fait une saison avec Jos Lingourvenec, on est européen, et l'année d'après, au mois de décembre, Jean-Louis Trio s'en va et ça change de président. Voilà. Et après le changement de président, ça change de propriétaire. C'est ça. Et donc vous quittez le club en 2021. Voilà, après la vente à Diogo Bonito et à l'homme d'affaires Gérard Lopez. Exactement. Comment ça se passe? C'est vous qui décidez de partir ou Non, mais on en revient tout. C'est une question de stratégie. Le recrutement, c'est des postes stratégiques. Donc, vous le voyez dans tous les clubs qui sont repris. Tous. Dans cette partie de cellule de recrutement, ça change tout. Ils changent tout. Et ils viennent avec leurs hommes. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant, quoi. Après voilà, et ça s'est bien passé. Parce que moi, j'ai eu aucun souci. On a négocié et puis voilà, on a trouvé un accord. Et ils avaient pas envie de. Je préfère ça que de faire traîner, de dire bon. Donc et de travailler à moitié. Donc moi, je pense que stratégiquement, je sais pas si j'achète un club. Je sais pas si. Je pense que je ferais la même chose. Hein. Je mettrais des mecs à moi au recrutement. Hein. Juste un mot sur votre rôle au recrutement. Rapidement, c'était quoi? Vous aviez une zone définie quand vous étiez recruteur à Bordeaux? Comment vous procédiez? Pour expliquer un peu à ceux qui vont lire ou nous écouter. Quand on était Paul, Thierry et moi, on avait des zones préétablies. Voilà. Donc voilà. Après, on était toutes les semaines au téléphone à discuter de ce qu'on avait vu, etc. Et on faisait les plannings ensemble. Voilà. Donc là, j'étais arrivé. Il y avait Ulrich au-dessus, mais sur les plannings, sur la détection, le fait de faire, on faisait nos plannings nous-mêmes. Voilà. Donc, on avait des réunions tous les mois à Bordeaux. Voilà. Donc, on avait une base de données propre au club. D'accord. Le club de Bordeaux avait sa propre base de données. Oui. Propre base de données qui avait été mis en place par Jérôme Bonicel. D'accord.
Et donc, et on travaillait comme ça. Ça a duré un an et demi. Un an et demi, parce qu'après, Thierry et Paul sont partis. Et Thierry et Paul sont partis, et vous savez que ça a été racheté le club, et Massia est arrivé. Tout à fait. Et Massia, moi, je suis resté avec Massia. Je sais pas pourquoi. Et pareil, vous avez utilisé la base bordelaise ou il y avait d'autres méthodes? Non, Oli Waldron a mis une autre base de données en place. D'accord. Mais c'était le même principe. Hein. C'était le même principe. On avait des zones. Moi, j'avais la France, voilà. Et j'avais un pays, donc voilà. Non, mais c'était le même principe, sauf qu'on était plus, mais c'était les mêmes principes. D'accord. Et base de données communes à tous. Et donc donc vous écumez les stades avec des joueurs à suivre et vous faites des rapports et vous alimentez la base de données. C'est ça. C'est exactement ça. Et après, il y a un tri qui est fait par la hiérarchie et après, bon, quand on n'était que 3, Thierry, Paul, c'est nous qui donnions les joueurs, quoi. Après, c'était plutôt Lee Waldron qui faisait le tri par rapport, parce qu'il y avait plus de scouts. Et après, voilà, donc c'était une autre méthodologie, mais ils avaient une méthodologie qui était bien, qui était différente, mais ça tenait la route. Allez, il me reste 3 questions. Allez-y. Lequel de tous ces postes vous avez préféré entre, bon, bien sûr, joueur, adjoint d'entraîneur, entraîneur, recruteur? Là, si vous dites, parce que vous avez quand même une expérience assez large de métier dans le football professionnel, dans lequel vous avez pris le plus de plaisir? Alors, peut-être vous allez me dire joueur, mais peut-être pas. C'est très facile. Ouais. Ah ouais, c'est très facile. C'est lequel? Ben, c'est joueur. C'est joueur. Ok. Ben oui. Joueur, c'est le moins difficile. On n'a qu'à s'occuper de soi. Où est-ce qu'on doit intervenir? Sur sa propre performance. Donc, sur soi. C'est très facile. Très bien. Il n'y a pas plus facile que joueur. Voilà. Qu'est-ce que tu dois maîtriser? L'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, l'entraînement. Et l'entraînement, on était très loin de ce qui se fait maintenant. Mais comme j'avais un peu d'avance, j'avais pris un peu d'avance, moi. Donc, voilà, c'est plus facile. Bon, bah, très bien. Le plus complexe, c'est entraîneur. Et on prend du plaisir quand même, comme entraîneur? Ouais, on prend du plaisir, c'est des bribes de plaisir. Des bribes de plaisir, de partage avec, quand tu as un staff, quand tu as des gens proches de toi qui, voilà, mais ça te bouffe une énergie, c'est pour ça qu'il faut être très respectueux du métier d'entraîneur. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai tout fait. Et moi, je connais la difficulté de chaque poste. Et je connais le recruteur, c'est autre chose. Recruteur, c'est un travail de l'ombre. C'est ardu. On nous prend pour des touristes parce qu'on voyage, mais on ne voyage pas. On voyage pas. On écume, on fait des matchs, on fait des programmations de 3 ou 4 matchs par week-end. Si on doit prendre l'avion, on est dans les aéroports, machin, et personne le voit. C'est pas mis en valeur. Alors que le recrutement, il y a deux arrivées dans l'équipe professionnelle. Le recrutement et le centre de formation. Et les recruteurs, on n'est pas valorisé, et on veut pas l'être valorisé parce que c'est nous, ça, on travaille, c'est un travail de l'ombre, faut être acharné. Là, je lisais un article de Florian Maurice, il dit il faut être fou pour être recruteur. Mais il a raison, il faut être fou pour être recruteur. Surtout là, parce que il faut aller fouiner, il faut aller chercher, il faut être en éveil continu. On est toujours sur l'ordinateur quand on n'est pas sur les routes, etc. Et les mecs, ils pensent que on
en dehors. Mais et on parle jamais de nous. Jamais de nous. Si, on parle de nous quand ça va pas dans le recrutement. Jamais de nous. Jamais t'entends parler d'un recruteur comme ceci, comme cela. Et il y en a des très bons recruteurs, et des Français qui sont recruteurs. Et on parle pas. Et entraîneur, c'est autre chose. Entraîneur, c'est maintenant, ça a pris, quand je vois les entraîneurs, moi, j'ai le plus grand respect pour le métier d'entraîneur. Je vois comme ils sont maltraités. C'est une honte. Un mot sur les Girondins, et on va terminer là-dessus. J'ai 2 questions. Une première plus générale, comment vous trouvez la situation du club aujourd'hui, de manière générale, Ligue 2, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première question. Ligue 2, ça correspond pas au statut du club. Mais maintenant, tous les statuts sont chamboulés. Parce que, il y a une évolution du football qui est très importante. Donc, on voit bien que les Girondins de Bordeaux étaient un grand club, mais on s'aperçoit que maintenant, les Girondins de Bordeaux sont en Ligue 2. Pour différentes raisons, mais c'est en Ligue 2. Donc, Nantes est un grand club, mais ils sont toujours à la limite de descendre. Donc, il y a un changement de structuration des clubs. Voilà, il y a un changement, et donc les Girondins de Bordeaux, ils sont en Ligue 2, ça correspond au niveau des Girondins de Bordeaux. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est à un moment donné, si tu descends, c'est que tu mérites de descendre. Les mecs disent ouais, c'est un accident. Mais c'est quoi un accident? Un accident, c'est quoi? Un accident. Auxerre, c'est un accident aussi. Mais donc c'est que il y a une logique. Le terrain reste le terrain. Donc voilà. Après, c'est malheureux, peut-être. Mais bon, il existe encore un club. À un moment donné, on parlait qu'il n'avait plus existé de club, quand même. Attention, hein. Il n'y a pas si longtemps, on se disait, il va peut-être plus y avoir de club. Et l'équipe va peut-être être en National 3. Donc, tu te dis, ah ouais, quand même. Donc, déjà, en Ligue 2, il y a toujours la possibilité de monter en Ligue 1. Donc, bon, après, voilà, il ne faut pas en dire plus que ça, quoi. Dernière question, un mot sur l'arrivée d'Albert Hera comme entraîneur à Bordeaux. Que pensez-vous de ce choix, et est-ce que, selon vous, il peut redresser le bateau bordelais pour aller accrocher une des 5 premières places? Je vais vous dire une chose, c'est l'avenir qui nous le dira. Hein. C'est tout. Oui. C'est tout. Je ne sais pas. Moi, je connais même pas. Je connais pas du tout en tant qu'individu, parce que je l'ai pas côtoyé aux Girondins de Bordeaux. Voilà. Comme entraîneur, parce qu'il y a le joueur, puis après il y a l'entraîneur. Comme entraîneur, je connais pas. J'ai jamais vu jouer une de ces équipes. Voilà. Même si en Slovénie, j'ai des amis. Et donc je ne connais pas. Donc le mieux, c'est d'attendre un peu, de pas et de voir ce qu'il fait et de voir les résultats. Il y a pas d'autre choix que d'être. Il y a un propriétaire qui a choisi avec un directeur sportif un entraîneur. J'espère de tout cœur qu'il va réussir sa mission, c'est-à-dire ramener les Girondins de Bordeaux dans le tourne-tête de Ligue 2. C'est tout. Mais après, sur l'individu, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas juger. C'est les résultats qui feront qu'on va le juger. Quand on va le juger, oui. C'est vite dit. Quoi. Voilà. Et juger, parfois, le jugement, il est à court terme, il est très rapide, et pas suffisamment étayé.
Peut y avoir aussi des problèmes d'effectifs. Voilà, pour l'instant, on dit que la faute, c'est David Guillon qui voilà, mais on verra par la suite si c'était le cas, quoi. Si c'est et même s'il réussit et que David Guillon il a pas réussi, c'est pas parce que David Guillon, à un moment donné, il est moins bon, hein. C'est les circonstances qui font qu'à un moment donné, il y a l'usure du poste, etc. Il y a des machins, et puis c'est comme ça. Donc, et j'espère que David Guillon, il va rebondir ailleurs. C'est tout. Mais son traitement ça a été dur, parce que le dernier match, moi j'étais Bordeaux-Caen, quand au début du match, ils invectivent l'entraîneur, les supporters, ils se mettent une balle dans le pied, hein. Mais peut-être que, voilà, donc, parce que quand moi j'étais entraîneur sur le banc de touche, c'est un flux mais ça te touche, c'est violent, hein. C'est violent, donc voilà, c'est violent, c'est le métier. Si les gens vont te dire, mais si tu fais ce métier-là, tu sais à quoi tu peux t'attendre. Ouais, mais quand même. Il y a un homme derrière. Il y a un homme, il y a une famille, il y a des amis, faut être. Je pense que David Guillon ou Denis Zankou, ils ont fait le maximum pour faire des résultats. J'en suis certain. Donc, mais ils ne sont pas arrivés, voilà, parce que c'est comme ça. Maintenant, c'est Riera, et je souhaite aux Girondins qu'ils aient des résultats. Voilà, parce que moi, je préfère aller voir un match en première division à Bordeaux que d'aller ailleurs. Voilà, parce que c'est le club, c'est le club où j'ai encore des racines, quoi. Voilà, des racines. Voilà, l'identité des Girondins me convient. Voilà, ça me convient parfaitement. Donc, moi, je préfère aller voir un match à Bordeaux. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, et ce club-là, j'ai accédé à un rêve. Je suis mort avec ce rêve dans le même club. Et je continuerai à suivre les Girondins de Bordeaux parce que c'est comme ça. C'est la vie, ma vie, elle est faite avec Bordeaux, avec cette histoire-là. Voilà. Donc, je pense pas que j'y reviendrai, c'est terminé maintenant. Mais je vais les accompagner, on discute, les gens de Bordeaux avec les potes, ça pose pas de problème. Et j'espère qu'ils vont vite revenir, parce que, voilà, ils le méritent, quoi. Mais bon, moi j'ai connu une histoire plus facile avec les Girondins que maintenant. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Eric. C'était passionnant Ok. de vous écouter. Merci d'avoir partagé ça.